Bonsoir, alors je m'appelle Mélanie Wanga et ce soir je suis à la bibliothèque Fessard à Paris pour le lancement du cycle Quelle solidarité pour demain qui va se dérouler en janvier et en février dans les bibliothèques de la ville de Paris. Et du coup, je suis en compagnie de deux personnes que j'admire beaucoup, Amandine Gay, bonsoir, Bonsoir. et Laura Nsafou. Et ensemble, on va discuter, on va faire une discussion d'à peu près 1 heure autour de thématiques qui nous tiennent à cœur, notamment de l'expérience des femmes noires en France et de tout ce que ça peut recouvrir en termes politiques ou en termes artistiques. Enfin, je dis tout, mais peut-être pas tout, mais on va essayer. Du coup, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, moi, je suis super contente d'être avec vous ce soir. J'espère que ça va être intéressant. Pareil. Du coup, je vais vous présenter rapidement. Je vais regarder mes notes. Donc, Amandine Gay, tu es réalisatrice et tu as réalisé notamment le documentaire Ouvrir la voie, sorti en 2016. C'est ça ? C'est tout à fait ça, en 2017. Et là, on attend que les salles de cinéma rouvrent pour qu'on puisse sortir mon deuxième documentaire qui s'appelle Une histoire à soi et que j'ai bien hâte de partager avec tout le monde et qui, donc après qu'on ait discuté du destin des femmes noires en France dans Ouvrir la voie, on va aborder la trajectoire des personnes adoptées à l'international dans Une histoire à soi et je pense que ça va donner lieu à de bonnes discussions aussi. Ouais, super. Et du coup, Laura, toi, tu es autrice des ouvrages jeunesse comme Le chemin de Jada, Comme un million de papillons noirs, et le petit dernier, Fadia et le chant de la rivière, Tout à fait. aux éditions Luni. Tout à fait. C'est donc, ça. Qui est sorti du coup en novembre et donc qui fait aussi son petit bonhomme de chemin avec la particularité d'accompagner aussi des histoires audio. Du coup, on essaie de toucher un petit peu à tous les formats cette année. D'accord, super. Alors, pour commencer, moi, ma première question, c'est j'aimerais bien qu'on replace ce que c'est d'être une femme noire en France. J'aimerais bien qu'on parle en fait de qu'est-ce que c'est spécifiquement, parce que ce qui est assez intéressant, c'est quand même qu'on est dans un pays qui nous dit dès qu'on est tout petit qu'il n'y a pas de différence, qu'on ne voit pas les couleurs, mais en fait on s'en rend assez vite compte quand même que ce n'est pas tout à fait le cas. Et du coup, vous, j'aimerais bien parler de votre enfance en fait et de savoir pour vous, c'était quoi vos références, c'était quoi ce que vous lisiez, ce que vous aimiez, et quand peut-être vous avez compris qu'il y avait peut-être un décalage entre ce que vous étiez et ce que vous consommiez, je ne sais pas. Amandine, tu veux peut-être... J'allais faire genre, Laura, Ouais, j'étais prête. je t'en prie. Alors bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, je vais commencer avec peut-être ma référence ultime quand j'étais petite fille, qui était Surya Bonali. Et donc, je dirais que pour moi, Surya Bonali, c'est aussi quelqu'un dont le parcours, en dehors du fait que c'était une jeune fille noire et adoptée, ce qui était mon cas, donc c'était incroyable de voir une jeune fille noire adoptée et super bonne patineuse artistique, etc. Mais c'était aussi un apprentissage. Je pense que je devais avoir autour de, même pas très grande, parce qu'en fait, je crois que c'est 4, bon, je sais plus, mais en tout cas, dans la dizaine d'années, et en particulier quand il y a eu cet épisode où elle n'a pas gagné la médaille d'or et où elle a refusé de monter sur le podium. Et ça, je pense que pour moi, c'était vraiment quelque chose où c'était pas vraiment débattu dans les médias que c'était à cause du racisme, mais en même temps, elle n'avait pas vraiment été attaquée sur le fait qu'elle voulait pas monter sur le podium parce que tout le monde était quand même bien d'accord sur le fait que ce n'était pas tout à fait juste. Mais il était évident pour les petites filles noires que nous, on avait bien compris de quoi il s'agissait et qu'elle avait raison de ne pas monter sur le podium. Et en tout cas, moi, je sais que c'est peut-être un des premiers moments que j'identifie comme une prise de conscience politique en tant qu'enfant qui a un vrai souci, qu'on fait vraiment face à des injustices et qu'à un moment donné, il faut être en mesure aussi de dire bah non, en fait, je refuse cette situation. Donc voilà, moi je pense que j'ai appris ça, en tout cas en termes de comment est-ce que je pouvais me positionner vis-à-vis de ça avec Surya Bonali. Mais bon, j'ai découvert plutôt que j'étais noire et que ce n'était pas très valorisé dans la société française. Ouais. Et toi, Laura ? En fait, mon premier souvenir quand tu as posé la question qui m'est venu, c'est les Destiny Child en fait. Vraiment, en fait, cette idée que dans la pop culture, on a 3 femmes noires qui débarquent, et surtout avec la question de la carnation. Je me rappelle vraiment de cette conversation autour de Beyoncé qui était d'un coup la plus jolie. Et je ne comprenais pas parce que moi, je ne me reconnaissais pas dans Beyoncé, je me reconnaissais plus dans Kelly Rowland, qui était plus foncée en fait de carnation que Beyoncé. Et donc en fait déjà oui, cette idée de se dire que c'était après Britney Spears, c'était après après Madonna, après d'autres modèles de la pop culture où il y avait quand même cette idée de beauté répondant en fait à des modèles blancs en fait finalement de féminité. Que là je me suis dit mais en fait il y a un truc, je peux citer quelqu'un en fait. Je peux citer Kelly Rowland, je peux citer ou même j'avais 3 filles noires que je pouvais citer. Donc c'est un peu donc je ne sais pas si c'est dire qu'elles m'ont inspirée, mais je pense qu'elles m'ont permis de conscientiser déjà que je m'étais habituée à pas mal de stars blanches qui étaient montrées comme des modèles de beauté et qui au fur et à mesure
bah, ne nous permettait pas en fait de nous voir aussi à la même place en fait, avec la même force de frappe dans les médias, comme c'était le cas avec ce groupe de musique, quoi. Ouais, c'est intéressant aussi que tu aies parlé d'un modèle français, parce que moi je me rappelle avec mes cousines, on regardait, du coup mes cousines qui étaient noires, et on regardait plein de séries américaines, et en fait c'est venu très tard de comprendre que toutes ces séries, genre Le Prince de Bel-Air, Ma famille d'abord et tout, qu'en fait on regardait, qu'on trouvait ça génial, et qu'en fait il n'y avait absolument pas d'équivalent français à ces séries-là, quoi, et que en fait ça recouvre un vrai problème, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de modèles pour les petits-enfants noirs qui grandissent, quoi. Donc, mais on en reparlera parce que c'est hyper intéressant. À chaque fois que j'en parle avec des gens de tes bouquins, ils sont là, ils sont ultra choqués, ils me disent quoi, mais comment ça et tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'il y a plus de personnages animaux que de personnages noirs dans la littérature jeunesse. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est encore compliqué. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer? Parce que vous êtes toutes les deux très créatives et vous êtes quand même dans des carrières créatives. Ça a été quoi le déclic pour vous? Ok, c'est facile, je commence. En fait, je sais qu'il y avait... donc déjà, j'étais très fan de dessins animés, tous les Disney, enfin bref, comme tout le monde un petit peu. Et surtout, j'avais envie de faire un dessin animé, mais j'avais 8 ans, donc pas de crew, pas de caméra, pas de budget. Donc je me souviens vraiment avoir pris juste des feuilles et des feutres et avoir commencé en fait à faire des petits cahiers en fait, d'histoire comme ça. Et surtout avec des personnes qui me ressemblaient. Et je crois que c'est vraiment parti de là, dans le sens où c'était pas l'objet livre qui m'intéressait, c'était cette capacité à pouvoir faire des histoires avec des personnages qui me ressemblent et qui soient proches en fait des gens de ma famille, qui soient proches en fait de mes frères, qui soient proches aussi de ma mère ou de mes parents, etc. Donc en fait, je crois qu'au fur et à mesure, il y avait c'est ce qui m'a vraiment plu. Plus que le côté écriture, lecture, parce qu'il y a aussi ce truc aussi, je pense, autour de l'écriture en France, un peu ce truc de est-ce que tu étais un rat de bibliothèque avant d'écrire? C'était pas du tout mon cas. C'était pas du tout mon cas. Mais c'était me dire que, en fait, ce que j'écris, je peux avoir un contrôle dessus. Et je peux raconter d'autres histoires que je ne vois pas dans les écrans, au cinéma ou dans les livres. Et c'est comme ça, en fait, que c'est resté. Donc après, arrivé au collège, c'était raconter la vie de mes amis, en fait, de collège. Donc effectivement, je ne pense pas pour autant que j'avais conscientisé, en fait, ce truc de mettre des femmes noires en avant, parce qu'il y avait j'avais quand même intéressé plein de colorisme. Il y avait vraiment, mes héroïnes étaient souvent soit des femmes blanches, soit des femmes très claires de peau, ou avec un métissage extrêmement exotique, quelque chose qui était très très loin de moi. Mais qui me permettait quand même de raconter mes histoires à moi. Et c'est venu très très tard, en fait, ce fait de me dire mais pourquoi je ne peux pas être au centre de l'histoire, en fait. Ce qui prouve, en fait, que même qu'on est dans cet acte de créer, le recul de se dire, en fait, je crée quoi, en fait, avec qui dedans, qui parle et on raconte à qui, est venu beaucoup plus tard. Et je pense que c'est important aussi de le souligner parce que, surtout aujourd'hui où on a un peu cette tendance à penser que tout le monde a tout déconstruit, etc. Non, on n'est pas né comme ça. Ça vient progressivement. Non, et puis je pense que ça a un vrai impact sur la psyché en fait, des personnes noires, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, je me rappelle quand j'étais à l'école maternelle qu'il n'y avait pas de crayon marron en fait. Ouais. Donc tout le monde dessinait des enfants couleur chair. Mais voilà, et du coup, rien que ça, en fait, on se dit, c'est pas grave. Mais en fait, je trouve que c'est hyper grave parce qu'en fait, on grandit avec un déficit d'imagination et non seulement, enfin voilà, les autres enfants blancs ne dessinent pas non plus de personnages noirs. Enfin, les livres scolaires qui sont montrés n'ont pas enfin, en tout cas, même quand j'étais petite, les livres scolaires assez avec un rapport aussi d'autorité, le prof qui montre un livre, donc il le valide. Tous les livres qu'il présentait, il n'y avait pas de personnage qui me ressemblait. Ouais. Sauf si c'était dans une Afrique très coloniale ou très savane, etc. Et là, il y a les petits esclaves qui arrivent. Voilà. Et toi, Amandine? Moi, je dirais qu'effectivement, c'est beaucoup lié à cette question du besoin d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a grandi effectivement avec des options très limitées, c'est-à-dire soit les sportives, parce que voilà, alors bon, moi je pense que je suis un peu plus vieille que vous deux, mais donc du coup, il y avait Marie-Josée Pérec et tout, on est de la même année. Ouais. Donc il y avait quand même un certain nombre de femmes noires sportives, françaises, je veux dire, visibles dans l'espace public. Marie-Josée Pérec, c'était mon icône. On a été un petit nombre comme ça, à faire les tours de piste en se disant genre, oh mon Dieu, Marie-Josée Pérec. Donc il y a eu un petit peu des choses auxquelles on pouvait s'accrocher, et les références afro-américaines, mais qui avaient quand même leurs limites aussi. Ouais. Et donc c'est vrai que moi je pense que bon, j'ai d'abord été amenée à faire ouvrir la voie par contrainte, parce que je voulais faire de la fiction. Alors j'ai commencé comme comédienne, je me suis heurtée à la difficulté de passer des castings qui ne soient pas stéréotypés quand on est une femme noire en France.
Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais passer à l'écriture de fiction. Peut-être le problème, c'est les scénarios. Puis là, je me suis heurtée à la difficulté de faire valider ces scénarios quand on travaille avec des boîtes de production où les équipes sont quasi ou intégralement blanches et où on peut vous expliquer sans sourciller qu'un personnage n'est pas universel parce qu'il est noir, ou encore mieux, donc à l'époque, je pense vraiment ce qui m'a poussé de l'autre côté, c'est effectivement quand je pitchais un personnage dans un groupe de 5 femmes, donc c'était pas non plus la révolution, c'était 5 femmes à Paris, 4 blanches, mais il y avait une noire. Oh, mon Dieu. Et la noire était lesbienne et sommelière. Et ça, c'était vraiment, ça passait pas quoi. Ça, c'était soit elle était lesbienne, soit elle était sommelière, et donc on me disait beaucoup que ça n'existait pas. Et du coup là, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Enfin, moi, j'ai été manager de bar à vin, je m'identifie comme pansexuelle, moi j'en connais plein des lesbiennes noires. Donc à un moment donné, puisqu'apparemment on peut même pas avoir un impact sur la fiction, alors que comme son nom l'indique, même si ça n'existait pas, les lesbiennes noires sommelières, il n'y a pas de raison qu'on n'en écrive pas. Je me dis, puisqu'on ne peut pas avoir d'impact sur la fiction, faisons un documentaire. Je vais essayer de montrer toutes les femmes noires que je vois, moi, qui sont très diverses les unes des autres, qui ont des centres d'intérêt différents. Ça permettra de laisser une trace, un document, une archive, aussi, parce que c'était un moment où je préparais mon immigration vers le Canada, et où je me disais, un des problèmes de la France, c'est que les discriminations systémiques, les violences structurelles sont telles que les Noirs n'ont pas réussi à s'installer dans les institutions en dépit de leur mouvement, de leur lutte. Parce qu'en fait, souvent, on a l'impression que comme les luttes ont disparu, il ne s'est rien passé. C'est pas tout ça qui s'est passé en France. Je veux dire, du congrès des écrivains noirs en 1956 aux luttes dans les années 90 pour faire reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, au mouvement indépendantiste dans la Caraïbe, en Guyane, etc. Il s'est passé énormément de choses en termes de lutte des Noirs pour leur émancipation, etc. Le problème, c'est que laisser des traces, ça requiert aussi d'avoir des moyens. Et à l'époque où justement le cinéma se faisait avec de la pellicule, ça coûtait très cher, c'était dur de faire des films indépendants. Pareil pour la littérature, si on ne vous laisse pas rentrer dans les maisons d'édition, vous pouvez éventuellement auto-éditer, c'était vraiment pas donné à tout le monde il y a une vingtaine d'années, ne serait-ce que ça, même une vingtaine d'années, donc il y a 40 encore moins. Et donc je pense qu'il y avait aussi cette idée de se dire, peut-être même avant une création, c'était de me dire, je laisse une archive de c'était comment pour les femmes noires en France en 2014, où on en était de nos luttes, de nos réflexions et de ce qu'on essayait de faire. Et puis après, effectivement, si ça marche, ça pourrait être le début de ma carrière de réalisatrice. Mais c'est vrai que c'était pas vraiment on va dire, c'était pas tant la création dans le sens de je me suis réveillée en me disant je suis une artiste et j'ai tellement des choses à partager avec le monde. C'est plus bon, je bute contre un obstacle, donc comment est-ce que je peux faire? Je bute contre un autre obstacle et puis ça m'a amené à ouvrir la voie. Quoi. Ouais, donc une nécessité presque politique du coup, finalement complètement quoi. Mais c'est intéressant quand je vous écoute parler parce que je pense que c'est dans plein de domaines en fait et que c'est pas spécifiquement le cinéma, c'est pas spécifiquement la littérature, pour le coup moi je travaille dans les médias donc c'est pas spécifiquement les médias, j'ai l'impression que c'est vraiment l'histoire en fait qui découle dans tous ces domaines-là et qui se répète et en fait même maintenant j'en suis à me demander est-ce que ça change au final quand il y a des personnes racisées ou noires justement dans des postures, des positions un peu plus élevées, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses quand l'écosystème est quand même globalement 90% blanc quoi. C'est une vraie question parce que c'est une question qui me travaille tous les jours et je me demande vraiment comment on peut changer ça. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et pour l'instant, je pense qu'on est vraiment dans une phase où au moins maintenant les milieux se rendent compte qu'il y a un problème et qu'il faut écouter et qu'il faut laisser la parole et voilà, la voix du coup aux créateurs noirs. Je me dis c'est déjà ça quoi. Mais je pense qu'en fait le changement il viendra aussi du fait que ce soit collectif. C'est-à-dire que si aujourd'hui déjà on est capable d'avoir un plateau comme aujourd'hui où justement on est différentes femmes afrodescendantes de différents domaines. La question c'est comment on fait en fait pour qu'il y en ait plus en fait, pour qu'il y ait 10 réalisatrices noires qu'on cite l'année prochaine, pour qu'il y ait 10 autrices noires, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a un enjeu aussi à ce que cet écosystème change, mais avec plusieurs personnes. Et on a plein d'histoires en fait. J'insiste sur ça parce qu'il y a toujours ce truc, et je pense qu'Amandine serait d'accord avec moi, où on devient un peu la préposée d'un domaine, la préposée noire d'un certain domaine, etc. L'exceptionnalisme. Et complètement. Et c'est un enjeu de savoir en fait quels outils on transmet aussi à d'autres personnes pour qu'il y en ait plus en fait dans les années à venir. Parce que oui, la conversation autour de la représentation et de la diversité, c'est un peu plus popularisé ces dernières années, mais ça ne change pas en fait les enjeux systémiques qu'il y a derrière de qui produit en fait aujourd'hui, qui a les fonds, et ça quel que soit le domaine en plus, vraiment quel que soit le domaine.
Et je pense que depuis le début de la conversation, on a déjà réussi à caser systémique 4 fois, à nous 3. Enfin, c'est important justement dans cette perspective collective de le changement social, ça requiert un changement des institutions en fait. Ça requiert des rapports de pouvoir qui font qu'à un moment donné, les règles changent, donc c'est plus possible de discriminer à l'embauche, c'est plus possible de maintenir un certain nombre de barrières et de garde-fous qui font qu'effectivement, tant qu'on est seul ou moins de 10 dans un domaine donné, c'est très difficile de faire changer les choses parce qu'effectivement, le pouvoir économique n'est pas de notre côté, le pouvoir du nombre n'est pas de notre côté, etc. Et en plus, souvent, on se retrouve à faire un travail que des réalisatrices et surtout réalisateurs blancs, par exemple, n'auront pas à faire, qui est d'essayer de tirer les gens de notre communauté. Enfin, je pense que tu vas en parler, mais ce que tu fais avec l'Afrolab, le fait que moi, j'ai plein de mails types quand des jeunes m'écrivent pour me dire comment est-ce qu'on peut faire des écoles de cinéma, etc., de faire de l'intervention au milieu scolaire, de parler en public justement du besoin qu'on soit plus nombreuses à rejoindre ces milieux-là, et y compris dans les métiers techniques. Moi, j'essaie tout le temps de faire, et que je vais placer là aussi ici, même si tu es en BEP charpentière, etc., en charpente, tu peux faire travailler dans le cinéma, en fait. Et donc, du coup, toute cette question de se dire, même les personnes qui font des filières professionnelles et techniques de nos communautés, qu'elles se sentent les bienvenues dans l'industrie du cinéma, qu'elles sachent que leurs métiers leurs filières peuvent déboucher à des carrières qui ne sont pas forcément la charpente stricto sensu. Je pense que voilà, ça, c'est très important. Et donc, on a un travail à faire en tant que personnes qui ont réussi à casser certains plafonds. Et de l'autre côté, on a aussi, alors ça c'est peut-être plus, ça me travaille, mais je pense que ça te travaille aussi, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes en tant qu'artistes, qui est de travailler sur notre art. De justement pas tout le temps se retrouver à se faire, on va dire, dérailler sur les questions d'engagement social, etc. Parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui ont le temps de faire 1, 2, 4 films. Et qui ne se posent même pas la question pendant 1 minute de quoi que ce soit par rapport à ces questions-là. Et surtout que ces questions-là, en fait, on nous sollicite en fait, pour les justifier aussi. Il y a quand même un truc de justification qui est très attendu quand, justement, en tant que femme noire, en fait, tu crées et tu proposes une œuvre et... on en rigolait tout à l'heure avec Amandine, mais on peut aussi proposer des romances, en fait, qui n'ont pas de message grandiloquent. Il n'y a pas d'obligation, en fait, d'être dans la performance politique, en fait, d'un truc. Enfin, mais déjà, parce que le contexte dans lequel on est fait déjà que c'est politique, mais aussi dans le fait qu'il faut aussi se battre, en fait, pour la liberté créative, en fait, en tant qu'auteur racisé. C'est une injonction supplémentaire, mais en même temps, moi, je considère aussi que ça fait partie de qui on est, de la mission qu'on peut avoir, quoi. Mais clairement, il faut aussi... Mais cette mission, en fait, c'est ça, c'est qu'elle doit pas étouffer aussi la personne enfin, même la personne qui porte. C'est-à-dire que moi, si je vois très bien aussi... par exemple, quand j'ai sorti Papillon Noir, donc effectivement, c'était concret pour moi que ce soit autour du cheveu crépus, d'où commence aussi le racisme dans un contexte où il y a des enfants, de verbaliser la transmission, etc. Le chemin de Djada, il y avait le colorisme, donc aussi verbaliser, en fait, cet enjeu qui n'est pas seulement intracommunautaire, et donc, en fait, d'aller aussi à l'encontre d'un discours qui était un peu de la désinformation autour de ça. Et quand j'ai publié ces deux livres-là, une personne m'a dit, donc ce sera quoi le thème du 3e ? Continue dans ta lancée. Et je me suis dit, mais en fait, moi j'avais fini en fait. donc je pense aussi que c'est cette flexibilité-là, comme le dit bien aussi Amandine, qu'il faut nous permettre aussi de garder. Et c'est pour ça qu'il faut d'autres gens. Carrément. D'ailleurs, sur ça, vous avez parlé de collectif. Du coup, on va embrayer sur le féminisme. Mouvement collectif, du coup. Et j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre position par rapport au féminisme ? Parce que, par exemple, moi, je sais que ça évolue beaucoup par rapport à 2010 et 2020. Enfin, j'ai énormément réfléchi, j'ai énormément évolué. Et je pense aussi que c'est le même cas pour vous. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez, en ce moment, en 2021, où est-ce que vous vous trouvez par rapport à votre féminisme et qu'est-ce que ça veut dire pour vous au quotidien Ça commence. Okay. Alors moi, je dirais qu'en 2021, je dirais qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a où est-ce qu'on se situe par rapport aux différents courants, etc. Donc moi, en 2021, je me sens toujours afroféministe, matérialiste, etc. C'est-à-dire que c'est très important de faire rentrer les enjeux de classe dans notre réflexion féministe, mais il n'y a pas de thématique qui prime sur une autre, et donc je reste afroféministe, matérialiste. Après, ce que je trouve intéressant par rapport aux différents mouvements qui existent en ce moment, c'est de voir justement qu'il y a de la tension
parce que les groupes minoritaires ne laissent plus des groupes majoritaires, ou en tout cas qui ont plus de pouvoir de femmes, et donc historiquement de femmes blanches des classes moyennes, bourgeoises, et aussi hétéros dépendamment, qui pouvaient, on va dire, décider de l'agenda de toutes les femmes, en oubliant qu'effectivement, la classe des femmes n'est pas uniforme ou homogène, et que, ne serait-ce que nous, en tant que femmes noires, notre situation à toutes les trois, c'est pas celle des femmes noires de l'hôtel Ibis-Batignolles qui sont en grève depuis bientôt 2 ans maintenant. Et donc, je pense que ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à négocier, c'est-à-dire que, quelle que soit notre posture, on peut avoir des privilèges par rapport à un autre groupe de femmes. Et donc, est-ce qu'on peut plutôt promouvoir leur lutte plutôt que parler à leur place? Est-ce qu'on peut réfléchir à quelle est notre place par rapport à leurs identités? Moi, c'est clair, moi je suis agnostique, matérialiste, tendance anarchiste. Mais je ne trouve pas ça normal qu'on stigmatise les gens par rapport à leur religion. Donc c'est dans cette perspective-là que je vais dire que je lutte contre l'islamophobie. Mais en fait, si on me demande mon rapport sur la religion, c'est autre chose. Et donc, arriver à matérialiser ça dans l'espace public, d'avoir conscience de sa position, d'avoir conscience du coup de son rapport aux autres, et y compris aux autres femmes, etc. Ça, je pense que c'est intéressant, et donc c'est intéressant de voir que ça crée énormément de tensions, mais les tensions, c'est des luttes de pouvoir en fait, et c'est des luttes pour savoir effectivement qui peut exister dans l'espace public, qui peut exister dans l'espace militant, et à terme aussi pour certaines, qui peut exister dans l'espace politique. Donc voilà, c'est stressant, c'est désagréable les phases de troll, c'est aussi moche de devoir se déchirer parfois avec ses familles politiques alors qu'effectivement on peut avoir des intérêts communs. Mais je pense que ce qui s'est passé ces dernières années, ça a permis justement de mettre en lumière le fait que plutôt que de justement essayer d'aller vers des luttes homogènes où on aurait toutes et tous le même objectif final, d'accepter plutôt de penser en termes de moments où on s'allie sur des questions stratégiques, et d'accepter qu'effectivement, on va avoir des différences qui seront irréconciliables. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis agnostique. Et donc, mon intérêt sur les questions religieuses, il a une limite, quoi. Et donc ça, je pense que c'est ça qui se passe en ce moment, pour essayer de le voir d'un point de vue optimiste et positif, mais ça peut être aussi très fatigant parce qu'à un moment donné, des féministes transphobes qui se sentent obligées de dire régulièrement que les femmes trans n'ont pas le droit d'exister ou n'ont pas voix au chapitre, elles pourraient juste la fermer, par exemple. Et donc voilà, ça, ce serait agréable aussi. On peut être en désaccord, mais ce serait quand même pas mal d'être en désaccord dans son coin et de se taire, surtout quand en plus l'argument c'est de partir du principe qu'un autre groupe n'est pas assez humain pour pouvoir exister. Carrément. Et toi, Laura? Elle a dit tellement de choses, j'ai envie de dire plus un. Non, mais en fait, je pense que la plus grosse différence que je vois en fait, de mon côté, c'est plus... alors toujours afroféministe en 2021, ça ne bouge pas, mais c'est plus le décentrement de la conversation. C'est-à-dire que, et je pense que c'est... Alors autant en 2012-2013, je pense qu'il y avait un peu ce truc de vouloir... argumenter, justifier, développer, se rapproprier les sources aussi d'une lutte noire féministe en France ou du moins dans un contexte européen. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de choses qui sont sorties que, personnellement, je suis plus dans une perspective où ce qui m'intéresse, c'est les conversations qu'il y a dans ma communauté, en fait. Et surtout dans des communautés de femmes noires qui sont déjà très diverses, même si on adore demander aux femmes noires de mettre de côté... leurs problèmes comme si elles devaient être le tabouret de toutes les autres luttes. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en fait, dans les différentes communautés de femmes noires en fait, qui existent, que ce soit par rapport au contexte dans lequel elles se situent ou autres. Et c'est ça qui m'intéresse en fait aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a donc là en fait où on a encore aujourd'hui toujours des féministes blanches qui vont nous dire comment on devrait faire les luttes ou commenter le combat d'Assa Traoré ou avoir une pensée, une manière une sorte de tribune en fait, qui se sentent obligées finalement d'avoir une sorte, vraiment un paternalisme finalement historique et très colonial en fait, pur et dur. L'enjeu pour moi il est plus là. En fait, l'enjeu il est plus dans qu'est-ce que nous on fait, on fait et sur quoi on converse entre nous en fait. C'est quoi en fait être en solidarité justement avec des femmes militantes dans les Caraïbes en fait, qui sont justement par exemple dans des activités dans des démarches anticoloniales de déboulonnage, pour ne citer que ça, mais il y a plein de choses, il y a le chlordécone, etc. Mais comment on fait en fait pour être en solidarité avec ces femmes-là? Comment on fait, comme le disait très bien Simandine, pour être en solidarité avec d'autres femmes noires qui n'ont pas la même situation que nous, qui sont dans des situations de précarisation, etc. Donc en fait, il y a vraiment pour moi un shift en fait dans le fait de savoir où se tient la vraie conversation en fait. Est-ce que c'est dans le fait
constamment répondre aux médias, aux discours d'extrême droite qui se vulgarisent un peu dans la presse. Pour moi, il est plus, enfin, personnellement, c'est pas là où je vais mettre mon énergie. Et je vais plus mettre mon énergie dans le fait de mettre en pouvoir aussi les femmes noires qui n'ont pas la possibilité de l'être, en fait. Puisque là encore, je pense aussi que la vision qu'on a de l'afroféminisme est quand même très parisiano-centrée et qu'il y a plein d'initiatives qui sont en dehors de Paris, ou même en dehors de l'Hexagone, en fait, qui sont présentes et dont on ne parle pas. Alors quand je dis dont on ne parle pas, parfois c'est tant mieux. Il vaut mieux parfois faire tranquillement cette activité, etc. Mais je pense que c'est ça aussi l'enjeu. C'est qu'il y a plein de choses, en fait, parce que même entre femmes, on n'est pas au courant de qui fait quoi, face à quel problème aussi tout aussi important, en fait. Donc pour moi, c'est ça qui a plus changé. C'est-à-dire je me sens plus... et je pense aussi que c'est aussi le fait de ne plus se sentir obligé de répondre à une obligation de solidarité qui n'est pas adressée, en fait, par les personnes qui nous demandent à chaque fois est-ce que vous faites partie de ce combat-là, etc. etc. Et qui finalement, c'est une manière insidieuse de mettre aussi un agenda, finalement. Bien sûr. Et c'est vrai que du coup, on parle pas mal de l'intersectionnalité. Hein. On peut dire que c'est le truc qui s'est réveillé dans les années 2010. Donc c'est un concept qui parle du fait que les oppressions sont croisées, du coup peuvent se croiser notamment sur des personnes racisées. Et du coup, ça représente quoi pour vous? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça vous évoque. Est-ce que ça vous évoque une possibilité de libération politique, artistique, l'intersectionnalité? Ou est-ce que... Je commence du coup. Vas-y. Ah, t'étais prête? Allez, voilà, d'accord. Bon. Alors, moi, je commence toujours l'intersectionnalité en rappelant que c'est un concept qui vient de Kimberlé Crenshaw, qui est une prof de droit à la base. Yes. Et Kimberlé Crenshaw a développé ce concept face à un problème d'ordre syndical qui était que des ouvrières de General Motors, qui étaient des femmes noires, s'étaient rendues compte qu'elles étaient moins payées que les hommes noirs et moins payées que les femmes blanches, et que dans le droit américain, il n'y avait pas à ce stade de reconnaissance de discrimination croisée. Et donc, soit elles devaient se référer, en tout cas aller au prud'homme américain par rapport à la discrimination raciale, soit par rapport à la discrimination sexiste, mais elles ne pouvaient pas faire reconnaître les deux alors qu'elles étaient payées moins sur ces deux critères. Donc à partir de ce problème de droit, Kimberlé Crenshaw a développé ce concept pour montrer qu'effectivement certaines personnes pouvaient se trouver à l'intersection de différentes discriminations et que donc ça allait avoir un impact différencié sur ces personnes-là, et donc ce qui permettait justement aussi de révéler que la communauté noire, ce n'est pas un tout homogène, même aux États-Unis où il y a majoritairement des Afro-Américains descendants de l'esclavage. En fait, il y a aussi des Noirs qui sont issus des immigrations, et que les Noirs issus des immigrations africaines, c'est pas la même chose que les Noirs issus des immigrations caribéennes, etc., etc. Et que si on a différentes identités qui peuvent être le handicap, ou le genre, ou l'orientation sexuelle, qui peuvent venir informer les discriminations qu'on rencontre, ça va avoir des effets spécifiques pour chaque groupe concerné. Donc ça, pour moi, c'est important de remettre ça dans ce contexte, parce qu'il y a eu une dépolitisation du concept d'intersectionnalité dès son arrivée en France, en fait, et dans la façon dont il a été traité dans les médias. Et donc, très rapidement, les personnes qui sont opposées à ce concept étaient opposées, en fait, à quelque chose qu'ils ne maîtrisaient même pas réellement ou sérieusement. Donc pour moi, l'intersectionnalité, c'est un outil. C'est un outil comme les théories décoloniales, comme les théories féministes noires, qu'elles soient états-uniennes, africaines, caribéennes, brésiliennes, qui me permettent de comprendre la société. Après, ce n'est pas au-delà d'un outil. Disons, par exemple, il y a une chose que moi je trouve assez absurde, c'est que maintenant il y a des personnes qui mettent dans leur description féministe intersectionnelle. Mais ça, c'est pas un adjectif qualificatif intersectionnel, en fait, ça, c'est un concept. Dis-leur. Donc du coup, c'est très bien de dire je suis une féministe qui s'intéresse à toutes les formes de discrimination, etc. Mais je pense que c'est important de comprendre que ce n'est pas un adjectif qualificatif, justement parce que nos propres identités, elles sont traversées de différents éléments qui font qu'on peut être tantôt des victimes de discrimination, tantôt des personnes qui, à défaut d'avoir le pouvoir de discriminer, sont en position de pouvoir par rapport à d'autres personnes. Complètement. Et donc, du coup, voilà, pour moi, les théories, les concepts, ça me permet juste de m'interroger sur ma place dans le monde, de comprendre les inégalités, ce qui est à l'origine des inégalités, de découvrir d'autres modes de lutte ou d'organisation qui me permettront ensuite, avec ma communauté ou mes communautés, de faire avancer, progresser l'égalité en ce qui nous concerne. Donc voilà, pour moi, c'est juste qu'il faut peut-être maintenant
maintenant, alors c'était très bien de faire émerger le concept dans l'espace francophone. Après, je pense qu'il faut un peu se détendre sur la question de l'intersectionnalité et de la ramener à sa place d'outil et de se dire que c'est un outil comme les autres pour mettre en place des mesures correctrices d'inégalité qui feront en sorte que, effectivement, à compétences égales, qu'on soit un homme blanc cisgenre, hétérosexuel, valide, ou qu'on soit une femme asiatique en situation de handicap, eh ben, on aura le même salaire. Voilà, c'est un peu ça en fait, l'objectif final, où on pourra avoir accès à un logement, où on pourra avoir accès aux soins de façon égalitaire. Voilà. Super. Laura? J'avoue, c'est un sujet qui me tend un peu. Je vais essayer de... Non, mais en fait, je pense que c'est comme l'a très bien dit aussi Amandine, c'est que cette dépolitisation très française, en fait, a quand même amené, sans surprise, un décentrement, en fait, autour de la question raciale. C'est-à-dire que la particularité aussi de la manière dont ce concept a énormément tourné, surtout dans les groupes féministes blancs, mais pas que, c'est cette manière de finalement relayer la question de la race, en fait, comme quelque chose de secondaire, là où justement Crenshaw était allé chercher, justement, avait théorisé ce concept pour le souligner et en fait pour le mettre au centre. Il y a plusieurs théories sur est-ce que c'est au centre ou pas, mais en tout cas de le prendre en compte, en fait. Et cette dépolitisation sert aujourd'hui toutes les positions, toutes les tribunes universitaires qu'on voit de plus en plus avec un propos très anti-décolonial, anti-identitaire, etc. Enfin, je pense qu'il y a un imaginaire qui s'est créé autour de l'intersectionnalité, alors que, comme l'a dit Amandine, c'est un outil. Et qu'est-ce qui dérange davantage, c'est qui elle a permis, en fait, aussi, de s'exprimer sur des questions politiques. Je pense qu'il y a vraiment aussi un enjeu où il y a cette manière aussi de vouloir destituer ce concept des argumentations qu'il a permis à des femmes noires sur leurs conditions, sur le fait d'adresser aussi différents contextes, sur le fait d'avoir fait émerger différentes voix, que ce soit dans le milieu académique ou dans le milieu politique ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment aussi cette dépolitisation, elle est ciblée. Pour moi, elle est ciblée. Et je crois qu'il y a un intérêt en fait et elle est d'autant plus ciblée que on est face à des gens qui parfois aussi veulent s'en faire une sorte d'argument moral. C'est-à-dire, comme le disait très bien aussi Amandine, c'est cool de se dire, en fait, je suis une féministe blanche qui s'intéresse à l'intersectionnalité, mais est-ce que c'est juste être spectatrice en fait, des questions de discrimination raciale, ou est-ce que c'est aussi s'interroger sur sa blanchité, en fait, en tant que personne qui utilise ce concept dans un espace où peut-être Est-ce que c'est mis en pratique dans ta est-ce que c'est mis en pratique aussi, Est-ce que ça veut dire que dans ta pratique de tous les jours, tu es consciente que pour, je sais pas, une occasion féministe, un événement féministe, tu as plus de chances d'être rémunérée qu'une femme noire à côté pour dire la même chose sur l'intersectionnalité? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des panels où il n'y a aucune personne racisée autour de l'intersectionnalité? Enfin voilà, on est encore une fois dans qu'est-ce que produit de manière systémique cette dépolitisation et finalement ce qui vide de sens en fait le concept premier qui a ses limites en plus. Donc en fait il y aurait des conversations à avoir sur la limite de cet outil-là, il y aurait des conversations à avoir sur qui le pratique, dans quel contexte, est-ce que ça reste propre à un espace académique ou autre. Enfin il y a des vraies conversations qui pourraient émerger, sauf qu'en France, à cause de ce déni et de cette peur d'adresser les questions raciales, on a à la place des tribunes un peu énervé. Je ne vois pas de quoi tu parles. On essaie de ne pas faire trop de pub, mais donc pour moi, c'est un peu le problème que je vois. Ouais. Du coup, merci pour ces réponses parce que je pense que c'est important de remettre les points sur les i sur certaines questions féministes, donc c'est très cool. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur l'aspect artistique et créatif et qu'on parle un peu de réappropriation de nos récits, de nos histoires, de nos regards. Et je sais que c'est important parce que je reçois pas mal de bouquins en tant que journaliste, de gens, des fois, qui m'envoient un bouquin parce qu'il y a un héros noir. Ils me disent « ça, faut que tu lises ». Et franchement, allez, une fois sur 3, sur 2, l'auteur est blanc et s'est dit et si j'écrivais une histoire d'un enfant esclave noir. Et du coup, je trouve tu parles. C'est pour ça. je trouve que c'est intéressant cette histoire de réappropriation et j'aimerais bien savoir ce que ça représente pour vous et si on peut peut-être parler aussi du regard blanc. Je sais pas si Amandine, tu veux prendre cette balle. Ok, je commence. Okay. Pour moi, en fait, déjà, la réappropriation, je pense qu'elle a... Alors, dans mon cas, par rapport au rapport à l'écriture et à la littérature, elle a commencé aussi dans
ce besoin d'être sûre de tout ce qu'il y avait en littérature. C'est-à-dire que j'ai fait des études de littérature, et en fait, au cours à la fin de mes études, je vois que de tous les programmes en fait, de livres que j'ai eus, il y avait très rarement des personnages noirs, que ce soit en littérature classique, littérature moderne française, etc. etc. Et je me dis comment ça se fait que je ne me vois pas en fait, dans la littérature qui est censée représenter la société française. Sachant qu'évidemment, ces programmes-là ne prenaient pas en compte aussi les créations littéraires aussi d'outre-mer. Donc il y avait toute cette vision très tronquée de c'est quoi un imaginaire littéraire français. Excluant finalement. Et je pense que la réappropriation, elle a commencé quand j'ai déjà commencé à me chercher en fait en littérature. Donc certes, c'est passé par beaucoup de littérature afro-américaine, Toni Morrison, etc. Mais aussi en découvrant aussi des auteurs francophones comme Léonora Miano, surtout des femmes noires qui écrivaient, comme Simone Charles-Hubart, Marie Scondé, pour ne citer qu'elle. Et en réalisant en fait qu'il y avait des histoires de femmes noires qui pouvaient être proches de moi, mais qui parfois n'étaient pas par rapport à l'expérience qu'on a dans l'Hexagone en tant que femme noire, née en Hexagone en fait. Donc je pense que la réappropriation, elle a commencé là. C'est de se dire, en fait, mon histoire n'est pas contée et elle n'a pas en fait, à se nourrir de soit des clichés coloniaux que l'on peut voir en général autour des femmes noires en littérature française, soit de d'autres récits de femmes noires, mais qui ne sont pas les miens, en fait. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que je suis venue vraiment à d'ores déjà écrire pour moi. Mais jamais avec, et je pense que c'est important aussi de le rappeler, comme le disait aussi Amandine, c'est jamais avec cette idée de se dire je vais être écrivain, ou je vais être autrice, ou je vais être éditrice. Je me suis juste dit je vais faire des trucs dans mon coin en fait. Donc l'occasion s'est présentée après avec Papillon Noir de proposer quelque chose à destination des enfants. Et là encore, c'est quel livre j'aurais voulu avoir en fait, enfant. Puisque finalement on est quand même, c'est ça, on se construit avec un regard blanc de la maternelle jusqu'à l'âge adulte, et on ne se voit pas. Et on est censé, et sans se voir, on est censé développer de l'estime de nous-mêmes, avoir confiance en nous, croire nos parents quand ils nous disent qu'effectivement on est très bien comme on est, sans avoir envie de ressembler à ce qui nous est présenté comme la norme et comme très beau, et qui, comme par hasard, est à l'opposé de nous. Donc en fait, je pense qu'il y a tous ces mécanismes-là en fait, qui au final, ont construit en fait qu'est-ce que j'aurais voulu en fait avoir, qui me disent tu as ta place et tu as ton histoire et ta communauté aussi a son histoire. Et en fait, au fur et à mesure des projets littéraires, c'est comme ça que pour moi que la réappropriation aussi s'est imposée. Et surtout, en fait, je pense que les gens ne réalisent pas que quand on parle de réappropriation, c'est pas juste donner quelque chose de c'est pas juste mettre une héroïne noire. C'est ne serait-ce que montrer des personnages noirs de différentes carnations qui n'ont pas le nez pointu et les yeux bleus par rapport à des traits occidentaux, parce que souvent on va voir des personnages marrons qui ont tous la même carnation, où il n'y a pas de traits justement de personnes afro tout simplement, ou qui n'ont pas le travail du cheveu, quand on sait que l'imaginaire même ne nous pense pas. Il faut aller à la base en fait, c'est-à-dire montrer des femmes noires de différents âges en fait, même avec avec des différents types de coiffures autres. Donc, j'ai juste une question. Toi qui est quand même dans ce milieu, en tout cas dans le milieu littéraire, tu penses que c'est un oubli de la part ou on sait mais en fait on ne veut pas? Pour moi il y a les deux en fait. Pour moi il y a un vrai impensé. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des conversations en fait, avec soit des éditeurs ou des illustrateurs blancs en fait, à qui je disais mais en fait c'est pas comme ça les cheveux crépus, c'est pas un gribouillis qu'on fait comme ça au feutre. Et effectivement les personnes se prennent ça très personnellement, ça passe toujours un peu mal. et pareil, expliquer que dans une scène il y a deux personnes noires qui s'aiment, et expliquer que c'est un propos. Oui, c'est un propos. Non, c'est pas banal. Non, c'est pas juste deux personnes qui s'aiment, c'est deux personnes noires dans un contexte où on ne voit jamais, pratiquement jamais, d'histoire d'un couple noir qui finit bien, qui n'est pas dans un contexte de guerre ou de violence, etc., etc. Oui, c'est un sujet en fait. Donc en fait, il y a toujours un peu ce travail de pédagogie à faire pour faire comprendre même ce que je fais, et qui en fait, quand j'en parle à des potes, c'est leur vie de tous les jours en fait. Il y a vraiment une espèce c'est pas une espèce, il y a un ravin entre nos vies et la manière dont les producteurs finalement de culture en fait l'imaginent quoi. D'accord.
Pourquoi tu ris, Amandine? Parce que je suis tout à fait en accord avec cette idée du ravin et de tout ce qu'a dit Laura. Mais oui, non, ça me fait penser à ce que je disais sur cette question de qu'est-ce qu'on considère être l'universel. Pour moi, c'est vrai que je dirais que alors, la réappropriation de la narration, c'est très important déjà pour ce côté de récupérer de la gentilité, qui veut dire le pouvoir sur soi, d'agir sur soi et sur le monde. Et je trouve que quand on appartient à des groupes minoritaires, c'est beaucoup ça qui nous manque, c'est d'avoir un minimum de pouvoir sur les décisions qui sont prises pour nous. Ça peut aller de l'orientation scolaire à effectivement, je ne sais pas, le profilage racial par la police, en passant par est-ce qu'on peut faire entendre notre vision du monde et qu'elle soit reconnue comme universelle. Et donc pour reprendre cette histoire de romance, puisque moi mon prochain projet, en tout cas mon premier projet de fiction, c'est une comédie romantique qui aura rien de subversif, si ce n'est que je voudrais faire exister un couple noir à l'écran. Et en fait, en France, le noir dans un contexte français. Ah oui, et que finalement il s'agisse d'une comédie romantique pure et dure, parce que je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit, nous aussi, de choses légères, de choses qui nous font rire, d'histoires qui nous font du bien, et effectivement qui ne sont pas forcément là pour promouvoir quoi que ce soit, ou forcément tenir un discours, même si après c'est clair, de toute façon c'est moi qui fais le film, donc il y a assez peu de chances pour qu'il n'y ait rien de politique dedans. Mais il n'empêche que l'idée, c'est de se dire, voilà, pouvoir respirer un peu, pouvoir ne pas avoir notre histoire et nos vies réduites aux souffrances des communautés noires, etc. Moi, je pense que c'est très important, et je dirais que au-delà de la réappropriation de la narration, peut-être ce qui, moi, m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est vraiment de décentrer, et on en a déjà parlé, le groupe majoritaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est construite comme des minorités en hexagone, parce que notre identité noire, c'est ça, c'est d'avoir grandi, d'être né ici et d'avoir grandi ici, qui sont des identités noires très différentes de personnes noires qui ont eu la chance de grandir dans des espaces où la population autour d'elles et eux était majoritairement noire, et donc qui ont vécu ce que c'est qu'être la norme, même s'il y a du colorisme dans la Caraïbe, etc. Mais c'est quand même pas la même chose de grandir en Martinique ou de grandir en hexagone. C'est pas du tout la même chose en termes de comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on est solide ou pas sur ses origines, etc. Et sur plein de choses, sur son identité profonde. Donc nous, on a ce lien à cette histoire-là, et on n'est vraiment pas les seuls. Il y en a beaucoup, des Noirs qui sont nés, qui ont grandi ici, et donc, et qui, je pense, aimeraient bien pouvoir ne pas avoir effectivement que des références afro-américaines à donner sur les histoires d'amour qui les ont émus, les comédies qui les ont fait rire, les films d'horreur qui leur ont fait peur. Enfin voilà, moi je veux qu'on puisse avoir des Get Out, je veux qu'on puisse avoir des séries comme Small Axe de Steve McQueen en Angleterre, etc. Mais pour arriver, je veux qu'on puisse avoir la série de Michaela Cole, dont j'ai oublié le titre. I May Destroy You. Voilà. I May Destroy You, mais je veux dire, pour arriver à ce niveau d'écriture. Et moi, j'ai regardé cette série, j'ai fait pause et j'ai fait, bon, l'Angleterre, c'est pas loin. Pourquoi nous, on n'a pas ça? Il faut voir l'histoire structurelle. Et c'est d'ailleurs, si on regarde Small Axe, justement aussi, toutes les émeutes raciales qu'il y a pu avoir dans l'Angleterre, la Grande-Bretagne des années 60, 70, etc. Et il y a quand même eu un minimum d'intégration, ou en tout cas d'accès aux institutions. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas de changement global si on ne peut pas avoir un minimum d'impact sur les politiques publiques, etc. etc. Et c'est ça qui ne s'est pas passé en France, en fait, pour les communautés noires et pour à peu près toutes les minorités. Et c'est pour ça qu'on a un gros souci institutionnel qui fait que, par exemple, dans l'industrie du cinéma, ça se traduit en bout de chaîne par une quasi-absence de créateurs et créatrices noirs qui sont dans des positions de pouvoir pour pouvoir vraiment faire ce qu'elles veulent, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. La liberté créative, c'est pas juste de la liberté, c'est lié à l'économie, c'est lié à est-ce qu'on va vous donner le budget pour faire votre série ambitieuse. I May Destroy You, d'ailleurs, même si elle a réussi en Angleterre avec Netflix pour sa première série qui était Chewing Gum, c'est HBO qui a fini par produire I May Destroy You, et elle avait refusé Netflix, ce que Netflix Angleterre lui avait offert pour faire une autre saison. Donc toute cette question aussi de être assez solide financièrement pour pouvoir dire non. Ça, c'est la grande histoire de Michaela Cole. Elle a refusé $1 million de Netflix en se disant « je veux faire ma série comme je veux la faire » et elle est allée chez HBO. Bon, c'est parce qu'elle avait méga cartonné avec Chewing Gum avant, parce que tu dis pas non à $1 million si tu n'as pas déjà de quoi voir venir, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment toute cette question aussi de ce qu'on s'autorise nous-mêmes
ce qui nous est autorisé par les financements auxquels on a accès, parce que contrairement à la littérature, il y a un petit souci supplémentaire avec le cinéma, qui fait qu'on est quand même sur une industrie qui requiert d'être dotée en capitaux. Donc voilà, Ouvrir la voie, c'est un film autoproduit, autodistribué, et ça nous a coûté à peu près 45 000 euros. Mais déjà ça, le cinéma guérilla, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'aurais pas été en couple avec une personne qui avait les moyens de mettre cet argent sur la table, il n'y aurait pas eu Ouvrir la voie. Le deuxième film, Une histoire à soi, qui est un film produit, etc., on est plus proche du demi-million en termes de budget pour un documentaire que des 45 000 euros. Donc ça veut dire ça aussi. Est-ce qu'on peut trouver des partenaires qui vont nous soutenir, qui vont nous aider à trouver cet argent, etc., pour aborder des thématiques communautaires, qui sont, mon Dieu, un vrai problème en France, et donc qui vont faire que, par exemple, je donne juste cet exemple institutionnel-là, il y a un système de financement au Centre national de la cinématographie qui s'appelle Images de la diversité. Je suis une femme noire réalisatrice, c'est mon deuxième film. Ouvrir la voie a fait 20 000 entrées, on a fait rentrer de l'argent dans les caisses du CNC, et je fais un film sur les personnes adoptées à l'international où 4 personnages sur 5 sont des personnes originaires du Sri Lanka, du Brésil, du Rwanda et de Corée du Sud. Bon, moi, j'arrive à ne pas avoir la bourse Image de la diversité. Alors, j'aimerais savoir à qui ça s'adresse, en fait. À un moment donné, non, mais c'est pas cette diversité-là qu'on veut dire. J'aimerais comprendre. Et donc, en fait, les barrières structurelles, elles sont là. Ce film n'aurait pas été préacheté par France 2, il ne se faisait pas, en fait, Une histoire à soi. Donc, au moins, on a passé ce cap qu'on peut être préacheté par une chaîne publique. Mais il y a vraiment cette question-là, la question des rapports de pouvoir et de qu'est-ce qui nous donne la liberté économique. Parce que souvent, j'entends dans un discours un peu, on va dire, voilà, dépolitisant, individualiste, quand on veut, on peut, oui, il faut s'autoriser, c'est les femmes qui ne s'autorisent pas assez. Moi, je peux m'autoriser dans ma tête que je vais faire un film qui se passe sur la Lune. Si on ne me donne pas les thunes, il n'y aura pas de film sur la Lune, en fait. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Voilà. Et en fait, le propos aussi d'Amandine rejoint aussi quand même un enjeu d'édition qui est, bien sûr qu'on peut, vous pouvez, moi, on m'a beaucoup demandé pourquoi vous ne passez pas par l'auto-édition. Si vous cumulez déjà toutes les discriminations que vous vivez dans l'édition, dans les accès en fait à ces espaces, plus l'auto-édition qui signifie qu'on fait toute la chaîne du livre, donc de l'impression au graphisme, à l'édition, à la correction, etc., que vous ajoutez qu'une personne doit porter ça à temps, c'est un boulot à temps plein, bien sûr. Ça laisse pas beaucoup en fait de personnes, et surtout pour une force de frappe qui est minime. C'est-à-dire que c'est vous qui allez démarcher les libraires, c'est vous qui allez démarcher les salons, c'est vous qui allez... Enfin voilà, c'est l'auto-édition. C'est un coût déjà matériel, financier, etc., mais aussi mental de faire toutes les personnes de la chaîne du livre. Donc pour une force de frappe, comme je disais, très minime. Oui, le résultat. Donc le résultat, et même pas en termes de vente, mais juste d'accès. L'accès, c'est pour ça que en fait, souvent quand on dit mais en fait il n'y a pas de bouquin sur tel sujet avec des personnes noires, peut-être qu'il y en a un. Mais qu'on ne voit pas dans les grandes enseignes type la FNAC, qu'on ne voit pas dans les salons, qui ne passent pas à la télé ou qui ne passent pas même sur les réseaux sociaux. Et encore, les réseaux sociaux sont l'un des rares canaux qui permettent en fait à des auteurs auto-édités de promouvoir leurs œuvres. Mais la force de frappe, c'est-à-dire que ce soit distribué largement, même en dehors ne serait-ce qu'en dehors de l'Hexagone, il faut passer par de grandes structures en fait. Il faut passer par de grandes structures. Clairement. Alors, il nous reste un peu plus de 10 minutes. J'avais encore un sujet que je voulais évoquer. Je pense que vous allez me dire des trucs cool, mais j'aimerais qu'on garde un petit moment à la fin pour répondre aux questions des personnes qui regardent et peut-être aussi que vous nous donniez 2-3 références artistiques que vous nous conseillez. Donc, ma dernière question, c'est j'ai envie qu'on parle du syndrome de l'imposteur et de comment il affecte les personnes noires. C'était un peu en filigrane dans tout ce que vous avez dit, mais je trouve que c'est important. Et j'ai aussi envie de parler d'un hashtag qui avait été lancé il y a quelques années sur Twitter qui s'appelait Fuck Humility, car récemment on m'a dit que je n'étais pas assez humble dans mon travail. Et ça a fait écho pas mal. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ça existe, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et du coup, j'aimerais que vous peut-être avoir vos opinions en fait, sur ce syndrome de l'imposteur et sur l'humilité. Qu'est-ce qu'elles doivent en faire, les femmes noires ? Alors, pour faire l'historique de Fuck Humility, c'était donc notre amie Napili Kao, Marie Da Silva, qui avait lancé ce hashtag après qu'un journaliste de Télérama m'ait dit que je devrais faire preuve d'humilité parce que j'avais dit que je trouvais ça scandaleux que certains journalistes de ce média aient mon mail pour me demander des coordonnées de Noir, mais que par contre, ils n'avaient pas encore à ce stade chroniqué la sortie de mon film qui sortait quelques jours plus tard. Et donc, du coup, Marie avait invité les femmes noires de Twitter
à parler de leurs accomplissements, etc., sans filtre, et autour du hashtag Fuck Humility, pour dire que, bah ouais, puisque en fait j'avais quand même réussi à autoproduire, sortir en salle, en sortie nationale, un premier film, bah oui, peut-être que j'avais pas non plus besoin d'être là en train de ramper et de quémander un peu d'attention, etc. Et donc, je dirais qu'il y a deux adjectifs principaux pour nous qualifier, pour nous remettre à notre place, en fait. Il y a donc le fait de manquer d'humilité, on n'est pas humble, et surtout on est hautaine, il y en a deux. Je l'ai eu aussi, c'est Et donc, marrant. hautaine, c'est un truc qui ressort beaucoup, qui est beaucoup ressorti récemment, par exemple, avec Aya Nakamura. Alors, hautaine, capricieuse, etc. De médias qui, non contents de faire des blagues misogynes, à la limite de misogynes et négrophobes, enfin, bon, voilà, au croisement de la misogynie noire et tout la concernant, considèrent quand même qu'elle leur doit la présence sur leur plateau, alors que je veux dire, bon, bah, tu te moques d'elle et elle te plante, bah, c'est la vie. J'ai envie de te dire. Moi, je n'y vois pas vraiment de problème. Et surtout dans un pays où je crois qu'à ce stade, elle a eu peut-être 2 couvertures de magazines féminins. Et c'est quand même assez incroyable, alors que moi, j'ai rien contre Angèle, par ailleurs, qui est tout à fait de présentable, féministe, etc. Mais enfin, elle est quand même belge. On a une star internationale française qui cartonne partout, qui pète tous les scores, mais elle ne finit pas en couverture des magazines, ni féminins, ni de culture. Voilà, pourquoi en fait? Et en plus, on considère qu'elle est hautaine. Bah oui, elle a réussi à faire son trou toute seule, sur la base de son talent. On aime ou pas sa musique, c'est pas vraiment le souci. Il y a assez de gens qui aiment sa musique pour peut-être qu'on se pose la question de ce qu'on a éventuellement raté ou pas compris. Donc du coup, je pense que c'est vraiment ça, c'est que je dirais, en tout cas, c'est pas du tout une analyse sociologique, je suis pas certaine qu'on puisse exactement parler d'un syndrome de l'imposteur pour les femmes noires, parce qu'en fait, on doit tellement travailler pour exister, que ce soit à l'école ou dans les milieux qu'on décide d'investir, etc., que je pense qu'on a quand même une conviction, on va dire, une espèce de socle où on sait très bien ce qu'on a fait pour arriver là où on en est, et qu'une partie des difficultés auxquelles on a fait face, c'est justement les discriminations systémiques, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné où on bute. Il y a un moment donné où on ne peut plus avancer. Et ce moment où on bute, bah, c'est effectivement un mélange de... Enfin, moi, je dirais qu'il y a peut-être le symbole de l'imposteur, mais il y a aussi beaucoup la question aussi de l'aigreur, de voir des personnes qui passent devant nous, pas parce qu'elles sont plus talentueuses, etc., mais vraiment parce qu'elles appartiennent au groupe majoritaire, pas parce qu'elles ont plus travaillé, pas parce qu'elles ont plus réussi. J'ai donné le nombre d'entrées, d'ouvrir la voie, etc. C'est pas juste parce que je suis pas humble et que j'aime me la péter sur les Facebook Live, c'est juste parce que c'est très important de rappeler ce qui nous est demandé. Il nous est demandé d'être toujours meilleur que tout le monde, et même quand on dépasse ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nous financer alors qu'on a les mêmes devoirs que tout le monde. Les 10,26% de chaque ticket de cinéma qui finance le CNC, donc chaque ticket de cinéma en France, a une petite portion qui va au financement du CNC, et c'est cet argent-là qui permet ensuite de financer le cinéma indépendant français. Donc moi, quand je sors un film en salle, un film que j'ai produit avec mon argent, je fais rentrer de l'argent dans les caisses de l'institution qui refuse ensuite de financer mes films. Est-ce que c'est normal? Je suis une citoyenne de ce pays. Donc moi, je ne m'adresse pas Tu peux demander un avoir? Non, mais c'est remboursé, tu vois, c'est pas ton invitation, c'est mon investissement. Tu sais. Et donc du coup, pour moi, l'enjeu, il se situe là en fait. On n'est pas sur une question morale, on est sur une question purement pragmatique de je veux bien qu'on me dise que je ne peux pas faire de film parce que je ne suis pas assez motivée, parce que je n'ai pas assez de talent, parce qu'il y en a plein d'autres, des personnes qui ont posé un dossier au CNC et qui ne l'ont pas eu. Mais une fois que j'ai fait un film, que j'ai fait plus d'entrées que ce qui ne se fait pas pour 80% des documentaires qui sortent chaque année en France, etc. Mais qu'est-ce que je dois prouver de plus encore? Qu'est-ce qui manque? À quel stade ce sera assez? Et donc je pense que c'est ça aussi à quoi on fait face. Moi, je n'ai pas un truc de l'imposteur. Hein. Moi, je sais très bien ce que je fais. Je trouve que ce que je fais, c'est très bien. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est pas assez. Et donc oui, c'est pour ça que je dis aussi que ça m'agace quand j'entends beaucoup ces trucs de les femmes, elles ne s'autorisent pas. Moi, je m'autorise. Hein. Après, il faut juste pas, si la porte elle est fermée, je m'autorise. Et puis, il y a des loquets, il y a un truc il y a un pied de biche dans le... Bah oui, donc du coup, c'est compliqué. Donc pour moi, en fait, c'est pareil, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Surtout que pour moi, il y a quand même aussi un enjeu où c'est qu'on nous renvoie aussi, une illégitimité, c'est-à-dire constante. C'est-à-dire que même quand Papillon Noir est sorti, donc d'abord par une maison d'édition indépendante, qu'il était juste disponible à la vente via Internet, donc pas dans les librairies, pas dans les salons, etc., et qu'on a quand même réussi à avoir de la presse, à avoir des premières ventes, etc., et que je me suis retrouvée face à une industrie qui me disait ce livre ne va pas vendre, ce livre est de niche, ce livre est communautaire,
ou même on ne publie pas des livres d'une femme noire qui écrit pour des petites filles noires, alors qu'il y avait juste du coup toutes les données empiriques, toutes les données chiffrées qui prouvaient que ce livre pouvait apporter de l'argent autant à l'éditeur qu'à moi. Ça, c'est pas de la, je pouvais même pas c'est pas moi qui me mentais à moi-même en fait. Ouais, c'est pas rationnel quoi. C'est ça, c'est que j'étais face à une industrie qui m'a dit ça va pas vendre. Aujourd'hui, Papillon Noir est en termes de chiffres un best-seller jeunesse. et c'est ça en fait, c'est de se dire en fait. Avant même de... Et c'est-à-dire que même, cette illégitime-là nous crée en fait un manque de confiance en nous et nous pousse en fait justement à nous dire mais qu'est-ce que je dois déployer comme effort, parce que là encore Papillon Noir a failli ne jamais ressortir. Donc qu'est-ce que je dois déployer comme effort pour qu'il soit considéré, même avant de penser à du succès, même avant d'avoir juste le retour en fait, sur le temps en fait, travaillé. Qu'est-ce que je dois investir juste pour que mon livre soit vu pour ce qu'il est. Sachant que pareil, Papillon Noir, j'ai juste eu droit, tout au début, c'était ah mais en fait il marche parce qu'il est acheté par des Noirs. Rien sur la qualité littéraire du texte, rien sur et encore les images avaient droit un peu à ce côté, ah c'est pour les enfants donc ça va. Donc c'est pas un essai communautaire, là c'était débarqué. Donc il y avait quand même un discours très sclérosé qui fait que je pense qu'à un certain stade, en fait, j'avais abandonné même d'avoir un retour critique, en fait, sur mon travail. Et aujourd'hui, j'ai appris, en fait, à autodiagnostiquer mon travail, mais aussi à créer des espaces, comme l'avait évoqué aussi brièvement Amandine. Je suis cofondatrice d'un accélérateur qui s'appelle l'Afrolab, où justement on accompagne des femmes afrodescendantes qui créent autant des podcasts que des vidéos, que des livres ou même d'autres projets. Et en fait, on leur donne un espace où on leur dit, mais en fait, c'est possible ton truc. Même si toute la société, même si l'industrie à laquelle tu fais face te dit que c'est de niche ou que ça marche avec ça, en fait, d'un point de vue très juste, objectif, c'est possible ton projet. Nous, on n'a pas ça en France quand on est une femme noire. C'est très difficile de trouver une personne dans ces institutions, dans ces espaces, qui va voir notre travail pour ce qu'il est. Et c'est là, en fait, où ça commence déjà ce problème d'illégitimité et qu'il faut l'abattre, quoi. Alors, j'ai 3 questions. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de toutes les faire. Je vais prendre celle que je trouve qui est assez intéressante et sur laquelle vous pourrez répondre. Vous proposez toutes les deux des ateliers en milieu scolaire. Sur quoi proposez-vous aux élèves de travailler? Qu'est-ce qui ressort de ces ateliers? Alors, alors ça dépend. Donc, autant il y a eu des projections, débats d'ouvrir la voie, et donc ils pouvaient par exemple travailler en amont avec leurs profs. Je pense par exemple à un collège à Saint-Denis où on a fait pas mal d'ateliers, et avec la prof qui s'appelle... oh mon Dieu, Bérangère Brunetti, parce que je suis très fatiguée. Et donc du coup, la première fois qu'on y a été, les élèves avaient travaillé à recréer une séquence d'ouvrir la voie avec leur iPhone et à la refaire à leur sauce, etc. Et puis c'est eux qui m'interviewaient, et donc voilà, c'était vraiment super. Et donc du coup, on a continué à travailler avec cette prof pour faire un atelier plutôt là sur l'année, où l'idée c'était de faire simultanément éducation à l'image et travailler sur les techniques qui ont le trait à l'audiovisuel. Donc je faisais ça avec Enrico Bartolucci, qui est donc mon associé, partenaire créatif et partenaire de vie. Et donc l'idée c'était que, et on leur fasse réfléchir par exemple justement sur comment est-ce qu'on raconte une histoire et quel est l'impact du montage, de la voix off, de la musique, par exemple dans des reportages télé. Et on leur choisissait des reportages sur Saint-Denis, justement, qui ont généralement, qui sont pas mal gratinés en termes de représentation et de comment tout est organisé pour vous donner un sentiment très anxiogène vis-à-vis de la ville. Et donc, du coup, voilà, ça nous permettait d'avoir et des discussions sur comment est représenté Saint-Denis, et en même temps des discussions sur comment est-ce qu'on crée une narration. Et puis après, on leur faisait faire des ateliers du type l'enregistrement d'une voix off. Donc d'abord, ils doivent écrire la voix off en groupe. Donc par exemple, sur le même sujet, il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui fait une voix off neutre, une voix off laudative et une voix off au contraire négative. Et puis ensuite, ils enregistrent la voix off. Donc on leur montre comment faire un enregistrement, et puis ils lisent leur voix off, etc. Donc voilà, l'idée, ce serait de pouvoir aussi effectivement développer des choses comme ça en créant des programmes, parce que le problème c'est qu'effectivement quand on est censé soi-même aussi créer, il y a un moment donné où les ateliers sur toute l'année c'est un peu compliqué, moi je pars tout le temps sur la route et tout, enfin avant, ça c'était avant, c'était le monde de vie, maintenant il n'y a plus rien. Mais dans la vie d'avant, il y avait ce côté-là de se dire, et en particulier à Saint-Denis, parce qu'à La Plaine, où il y a donc beaucoup d'entreprises de l'audiovisuel, etc., des studios,
où je me disais, mais déjà, s'il y avait des partenariats pour tous les collèges-lycées de Saint-Denis et du 93, pour que les élèves puissent aller faire leur stage de troisième dans ces entreprises audiovisuelles, qui sachent que ça existe, qui découvrent les différents métiers, qu'on puisse mobiliser des associations comme Viens voir mon stage, etc., pour s'assurer que dès le début du collège-lycée, ces élèves sachent qu'effectivement, il y a plein de métiers dans le monde du cinéma. Parce que moi, c'est vrai que je réfléchis beaucoup à la question de la pipeline. Ce qu'on va souvent vous dire dans le cinéma, c'est genre, mais on voudrait bien embaucher des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, etc. Mais on ne les trouve pas. Ils ne sont pas là. C'est pas le cinéma. Des fois, c'est de la mauvaise foi, mais des fois, c'est vrai. Cet été, là, par exemple, j'ai lancé un appel pour qu'on me donne des coordonnées. Donc, du coup, j'essaye, par exemple, de commencer à me faire des listes de genre, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent en étalonnage en France et qui sont noires, par exemple, des choses comme ça. Et j'avais fait un appel sur Twitter et on m'a donné un nom. Il est là. Alors bon, des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais donc, du coup, si c'est compliqué... Tu te concentres en amont sur ce qu'on peut faire. Voilà. Et en fait, donc, il faut aller chercher les jeunes et s'assurer qu'ils sachent que ces métiers existent, qu'ils aillent dans les bonnes filières dès le départ, ou qu'ils sachent qu'ils peuvent les raccrocher en cours de route, d'où mon exemple sur la charpente un peu plus tôt. Et donc, voilà. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que... encore une fois, je parlais d'ouvrir le champ des possibles, etc. Moi, je pense que l'intérêt quand même de l'art, c'est que on peut d'un côté, on peut travailler à plusieurs niveaux. Donc, faire un film, etc., c'est travailler à un niveau. Ça permet d'avoir des conversations avec les personnes à qui s'adresse directement le film. Donc, par exemple, pour ouvrir la voie avec les femmes noires, etc., mais aussi avec tout le reste de la société. Ça va être pareil pour l'adoption. C'est sûr que moi, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec les adoptés qui viendront voir le film, mais aussi avec tout le monde. Et puis après, tu rencontres des élèves, etc. C'est encore un autre niveau de travail, un autre niveau de conversation. Et c'est autant de façons d'essayer de contribuer au changement social. Parce que, en tout cas, ce qui m'anime, c'est aussi ça, c'est de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça avance, quoi. Pour que, effectivement, dans 15 ans ou 5 ans, allez, 5 à 10 ou 5 à 15, on ne puisse plus me dire mais il n'y en a pas. Voilà. Super. Ouais, c'est un peu la même chose. Et puis, ça dépend aussi des classes. C'est-à-dire que quand c'est tout petit, il y a plus cette question de pourquoi on se moque d'AD. Et donc, en fait, verbaliser la question de la couleur de peau, qui est déjà très présente très tôt. Hein. Là, contrairement à ce qu'on se dit, dès 5 ans, les enfants savent qu'il y a un truc avec la couleur de peau et ils ont déjà intériorisé le tabou. Ils ont peur de dire oui, en fait, elle est marron AD et c'est pour ça qu'on se moque d'elle. Donc ça, c'est un peu l'émergence de la conversation autour de la race, en fait, en France. Et si c'est des plus grandes classes, donc on fait beaucoup d'ateliers de mise en situation aussi sur si demain je veux proposer une histoire, qu'est-ce que je fais? Et c'est quand même assez précurseur, en fait, pour beaucoup d'enfants racisés de se dire qu'ils peuvent proposer leurs histoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je joue l'éditeur et qu'ils me font leur petit pitch avec ce qu'ils mettraient en couverture, le nom, etc., etc., il y a des vocations en fait qui se disent, il y a quand même des vocations qui se mettent en place. Il y a quand même ce truc de se dire, en fait, c'est possible. En fait, madame, mais ça parle de vous, ce bouquin? C'est toujours la question numéro 1. Comment vous avez fait pour parler de vous dans un bouquin? Donc, on est quand même face à un public très jeune qui a déjà intériorisé qu'il n'est pas présent en littérature, ou du moins très peu, ou du moins peut-être à la marge, quoi. Donc je pense qu'il y a effectivement l'occasion d'aborder des thèmes de société comme le racisme, le colorisme, etc. à un très jeune âge et de vraiment proposer une éducation civique sur des sujets qu'ils ont identifiés comme tabous, mais aussi de se penser, de se penser acteur en fait de cette production, de ce qui se consomme. Si madame, si je veux envoyer un roman, est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de faute des choses comme ça. Voilà, c'est à cet âge-là en fait qu'il faut qu'ils pensent que c'est possible. C'est pas à 30 ans quand justement, il n'y a pas d'âge pour écrire, mais en tout cas, c'est important que ça commence très tôt, cette conscience de se dire, je peux faire en fait un projet. Ok. Merci à vous deux. Notre temps est écoulé. On a tué les deux questions. Mais c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Juste, est-ce qu'on peut faire un petit point promo vite fait? Qu'est-ce que vous faites en ce moment et quelle est votre actu? Alors, moi, en ce moment, je suis en train d'écrire mon livre. Donc, c'est un essai autobiographique sur l'adoption qui paraîtra à la découverte dans un futur incertain, qui est donc notre vie à toutes actuellement. Et puis, une histoire à soi, donc mon deuxième documentaire, sortira en salle dans un futur incertain mais plus proche, parce qu'à un moment donné, les salles de cinéma vont rouvrir en France, et donc, dès que les salles rouvrent, on sortira pas très longtemps après. Donc voilà, guettez l'info, mais vous aurez du mal à y échapper, tellement je vais inonder les réseaux.
Moi, pour ma part, Fadia et le chant de la rivière, donc c'est mon dernier livre jeunesse sorti, qui est disponible uniquement aux éditions Luni, donc non, vous ne le trouverez pas ailleurs que là-bas. Et il est accompagné surtout de 12 histoires audio qui montrent vraiment différentes facettes de l'Afrique de l'Ouest. Donc toujours dimension pédagogique sur l'Afrique n'est pas un bloc. Allez, regardez. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui et je prépare plein de choses pour 2021 et 2022. Voilà. Et bah super, on vous souhaite le meilleur. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée. Je ne sais pas quoi dire au Facebook Live, mais merci en tout cas d'avoir été là et de nous avoir suivis. Merci pour vos questions, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et j'espère que ça vous a plu. Merci. Il y avait une question sur comment Amandine et Laura se sont rencontrées. C'est un beau. J'entends un chant comme ça. On aurait dû commencer par celle-là. Alors en fait, un jour je faisais mes courses. Ouais.